Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Guillaume Font, médecin psychiatre et l'auteur du livre Bien manger pour ne pas déprimer, publié aux éditions Odile Jacob. Fonction digestive incontournable, lien étroit avec le système immunitaire, socle d'une nouvelle offre de soins pouvant traiter les cancers, le microbiote est sans contexte à l'origine d'une révolution sanitaire, comme nous l'avions appris aux côtés de Geneviève Herré-Arnaud, professeure de bactériologie. Une révolution qui ne se limite pas à la santé physique, mais concerne également la psychiatrie et la santé mentale. Puisqu'il apparaît que le microbiote influence aussi nos émotions et le fonctionnement de notre cerveau. Soignerons-nous donc bientôt notre état mental en changeant nos menus plutôt qu'aux antidépresseurs ? De quelle façon le cerveau et le microbiote communiquent et agissent l'un sur l'autre ? Où en est exactement la recherche dans la compréhension du rôle du microbiote dans l'apparition et la rémission des troubles mentaux tels que la dépression, l'autisme ou l'Alzheimer ? Afin de mieux comprendre l'état des recherches et bien prendre soin de son microbiote pour sa santé physique et mentale, nous recevons aujourd'hui Guillaume Font pour parler de son dernier livre, Bien manger pour ne pas déprimer, aux éditions Odile Jacob. Alors Guillaume Font est médecin psychiatre et chercheur aux hôpitaux universitaires de Marseille. Il est également enseignant, conférencier et formateur auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Ses travaux ont été récompensés par le prestigieux Congrès européen de neuropsychopharmacologie et 2 fois par le prix de la meilleure publication du Congrès français de psychiatrie. Je suis Amalda Dole, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Guillaume Font, bonjour. Bonjour. Alors, vous évoquez la psychonutrition en toute fin de votre livre. Qu'est-ce que c'est ? La psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation sur notre santé mentale, tout simplement. D'accord, l'influence de l'alimentation sur notre santé mentale. Alors vous insistez pour nous faire comprendre que les premières découvertes sur le microbiote ont laissé circonspect certains de vos collègues. Vous écrivez ainsi qu'en France, le grand public a pris conscience des pouvoirs potentiels du microbiote intestinal en 2015 lors de la parution du livre Le charme discret de l'intestin, en notant que les études rapportées dans le livre étaient bien plus promptes à intéresser le grand public que vos confrères. Et que vos collègues se sont même moqués de vous au début de vos recherches en disant que vous vouliez traiter la schizophrénie avec de l'aspirine, des yaourts et des asperges. Pourquoi avez-vous décidé de partager ces coulisses ? Alors, je pense que c'était important de partager ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes confrères qui peuvent être confrères et consoeurs qui peuvent être exposés à ce genre de réaction de la part d'autres psychiatres ou d'autres médecins d'une façon plus générale. En fait, la formation médicale continue, c'est un sujet très compliqué. Quand on fait ces études de médecine, on a déjà des études très longues qui durent donc 6 ans pour le tronc commun et puis ensuite 3 à 5 ans pour les spécialisations. Et beaucoup de médecins vont exercer leur métier ensuite avec ces bases-là en tête et ne vont pas les réactualiser, en tout cas pas de façon suffisamment fréquente. Et il faut savoir que entre le moment où une découverte scientifique est faite et validée et le moment où elle passe dans la pratique clinique, il se passe environ 15 ans. Et 15 ans, c'est vraiment très long. Donc là, on est en 2022. Ça veut dire qu'on remonterait à des découvertes de 2007. Donc c'est quand même très éloigné. Et en fait, la plupart des données que je présente dans le livre sont des données très récentes. Ce livre, initialement, il devait être publié en 2020 et puis le Covid est arrivé. Donc, il a eu du retard et donc j'ai fait une nouvelle revue des données scientifiques au moment de la 2e rédaction, donc seulement 2 ans plus tard. Et en 2 ans, il y a eu énormément d'études qui ont été publiées. Donc, c'est un domaine qui est en pleine effervescence et c'est absolument passionnant. Et donc, c'était un petit clin d'œil que je faisais à mes collègues de l'époque, effectivement, qui me disaient que le microbiote, c'était de la science-fiction. Maintenant, ce n'est plus de la science-fiction. Vous écrivez qu'il existe une interaction bilatérale entre l'intestin et le cerveau par l'axe du stress. Qu'appelez-vous l'axe du stress et comment assure-t-il la communication entre le cerveau et le microbiote ? Alors l'axe du stress, c'est quelque chose qui est bien connu en médecine, c'est l'influence du cerveau sur l'ensemble de l'organisme et en particulier sur l'intestin. Quand on est stressé, en fait, on va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Ça se passe au niveau des glandes du cerveau. Et ce cortisol, en fait, va influencer l'ensemble de l'organisme et en particulier, va rendre l'intestin plus perméable. Normalement, notre intestin, il n'est pas censé laisser passer des choses dans le sang. Et quand il est en condition de stress, on va dire en condition inflammatoire, il va commencer à laisser passer des choses. Et ces choses-là vont déclencher de l'inflammation, des réactions immunitaires et des troubles de la santé mentale. Quand on évoque les troubles mentaux, le spectre est assez large. Quels sont les troubles dont on sait que l'origine vient des troubles de l'intestin ?
Alors en fait, tous les troubles mentaux peuvent être associés à des troubles de l'intestin. Ceux qui ont été le plus étudiés, c'est l'anxiété et la dépression. Donc ils sont aussi les plus fréquents. C'est pour ça qu'ils sont les plus étudiés. Donc il ne s'agit pas de dire que tous les troubles mentaux proviennent de l'intestin. Bien sûr, il y a de multiples causes à des troubles mentaux. Donc parmi ces causes, on peut citer des traumatismes dans l'enfance, des causes génétiques dans des familles qui sont exposées à plus de troubles psychiatriques. Mais le microbiote, en fait, apporte peut-être le chaînon manquant pour beaucoup de personnes qui ne répondent pas aux antidépresseurs, par exemple, avec une dépression. Normalement, les antidépresseurs agissent en augmentant la sérotonine dans le cerveau, c'est l'hormone du bien-être. Et 2 patients sur 3 seulement répondent aux antidépresseurs. Donc on comprend pas pourquoi le dernier tiers ne répond pas. Et peut-être que l'explication, c'est que ce dernier tiers, par exemple, a des troubles du microbiote, ce paquet de 1 kg de bactéries qu'on a dans l'intestin et qui nous aide à de multiples fonctions, à digérer les aliments, à nous apporter les nutriments et puis aussi à nous protéger contre les agressions contenues dans l'alimentation. Alors sur la dépression, vous rappelez quelques chiffres. Elle toucherait aujourd'hui 350 millions de personnes, en plus d'être responsable de 48,7% des années de vie en bonne santé perdues dans le monde. Qu'est-ce que la dépression et où en est-on aujourd'hui du traitement de cette maladie ? La dépression, en fait, c'est une maladie qui avance masquée. Au moment de la première pandémie Covid, on a beaucoup parlé du risque de pénurie alimentaire déjà, et je pense qu'en fait, la plus grosse pénurie qui pourrait impacter notre société, ce serait la pénurie des antidépresseurs, parce que ce serait celle qui révélerait finalement le vrai visage de nos concitoyens. Alors, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai fait une dépression, j'en ai parlé dans un livre précédent qui s'appelait « Je fais de ma vie un grand projet ». Et j'explique comment c'est ça qui a été moteur pour moi, en fait, quand il a fallu moi-même, en tant que psychiatre, que je fasse face à la dépression. Et donc, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et pour un psychiatre, c'est pas simple de faire une dépression, contrairement à ce qu'on peut penser. On n'a pas forcément les meilleurs outils pour se soigner soi-même. Et donc, c'est là que j'ai commencé en fait à aller chercher les pistes en dehors des médicaments conventionnels qui, pour ma part, donc ne m'avaient pas aidé. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas aider certaines personnes. Donc, je recommande de poursuivre les antidépresseurs lorsqu'ils sont indiqués. Donc, il faut pas arrêter les médicaments à tout prix. Certaines personnes en ont besoin au long cours, ça c'est très important. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la piste du microbiote. En fait, au début des années 2010, on parlait beaucoup du jeûne à ce moment-là. Donc, il y avait des documentaires sur Arte notamment. Et donc des données en fait qui montraient que le fait d'arrêter de s'alimenter, donc de jeûner, pouvait améliorer très rapidement l'anxiété et la dépression. Donc c'est comme ça aussi que les études ont démarré sur ces 2 troubles mentaux-là. Et puis à partir de là, il y a eu aussi beaucoup d'études chez les enfants qui avaient des troubles du spectre de l'autisme, puisque donc on a vite trouvé que les enfants autistes avaient des microbiotes différents des autres enfants, et donc ça fait partie des maladies mentales les plus étudiées actuellement dans le champ du microbiote. On apprend aussi que de nombreux éléments indiquent aujourd'hui que les personnes atteintes de troubles mentaux ont généralement une consommation excessive de matières grasses et d'aliments à forte teneur en sucre, ainsi que des apports nutritifs insuffisants par rapport à la population générale. Alors, quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Et est-ce que cela concerne tous les différents troubles mentaux, comme l'hyperactivité ? Alors, on voit des variations d'une maladie mentale à l'autre. Celle qui est le plus associée à ces perturbations métaboliques, c'est la dépression. En fait, les personnes qui font des dépressions expérimentent souvent, et ça c'est une grande question en consultation, l'augmentation de l'appétence pour le sucre, et notamment le soir. Donc, c'est plus souvent des femmes qui sont victimes de dépression et qui me demandent comment ça se fait que je commence à me jeter sur le frigo le soir alors que c'était pas le cas auparavant, et en particulier sur des produits sucrés. Alors, le plus classique, c'est le fameux chocolat, auquel on attribue des vertus antidépressives. Donc, le chocolat contient certaines choses intéressantes comme le magnésium et les flavonoïdes qui peuvent être intéressants pour la dépression, mais par contre, c'est souvent extrêmement calorique. Donc, au-delà de 1 carré ou 2 max par jour, et encore en faisant de l'activité physique, c'est vraiment pas recommandé. Puis en plus, il faut bien choisir son chocolat. Et donc, en fait, cette appétence pour le sucre, c'est un mécanisme très biologique qu'on retrouve chez des souris. Il y a des modèles de dépression chez l'animal, même si on peut pas demander à une souris si elle a du vague à l'âme et si elle a envie de se suicider, mais il y a des signes pour déterminer la dépression chez l'animal. Et en fait, le sucre va agir comme un stimulant. En fait, c'est comme une récompense. Et il y a des études qui montrent que d'ailleurs le sucre est préféré à la cocaïne, par exemple, chez les souris. Donc il y a toute une discussion pour savoir s'il y a une addiction au sucre qui existe vraiment ou pas. Est-ce que le sucre est addictif ?
Et c'est le problème des produits ultra transformés qui contiennent beaucoup de sucre caché, où on a l'impression de consommer des aliments qui sont bons pour notre santé. Moi, combien de fois j'ai eu des patients ou même des proches qui m'ont montré des paquets de biscuits présentés comme bons pour la santé, pour la ligne. Et en fait, je regardais le taux de sucre pour 100 grammes et il était au-delà de 20 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc, un cinquième des calories de ce produit était du sucre raffiné. Donc, c'est du sucre très rapide qui va être inflammatoire et qui va donner faim 2 heures plus tard, en fait. Et donc, pousser la personne à consommer. Maintenant, il est démontré scientifiquement qu'à calories égales, les produits ultra transformés vont faire prendre plus de poids que des produits qui n'ont pas été transformés dans l'alimentation. Alors on dit quoi? Le sucre, c'est mauvais pour tout le monde et bon pour personne? À part si on fait du sport. Alors ça, c'est un des bons arguments pour faire du sport, c'est qu'on peut manger plus de sucre, si possible des sucres lents, bien sûr, pour éviter tout ce qui est index glycémique bas, parce que c'est le pic glycémique qui va déréguler ensuite notre pancréas et tout le circuit du diabète. En fait, on sait qu'il y a une épidémie d'obésité, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Et ça passe directement par les produits ultra transformés. L'exemple de Michelle Obama était intéressant aux États-Unis, parce que donc ses filles avaient un problème d'obésité. Et donc, elle s'est beaucoup intéressée aux causes de l'épidémie d'obésité aux États-Unis. Et en fait, donc, j'ai pas vérifié les sources, mais il y avait un documentaire qui disait que elle avait souhaité à la fois aborder la question de l'alimentation et de l'activité physique, et qu'il y aurait eu une intervention de certains lobbies de l'alimentation pour que finalement elle ne parle plus que de l'activité physique, et à la fin ça s'est terminé avec juste des exercices pour bouger, et que toute la partie alimentaire en fait avait disparu, avec toujours ce discours qu'il faut bien s'alimenter, mais pour bien s'alimenter il faut que les personnes sachent ce qui est bon pour elles, et les étiquetages alimentaires peuvent parfois éconduire les consommateurs en pensant je pense notamment aux céréales du petit déjeuner. Il y a des céréales du petit déjeuner qui sont présentées comme bonnes pour la santé, alors qu'en fait elles sont très riches en sucre, même si c'est moins riche que d'autres céréales. Donc il y a des erreurs alimentaires comme ça qui sont très fréquentes et qui pourraient être assez simplement réglées. Et pour l'instant, ça c'est une histoire de décision politique avant tout. Et donc c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est comment concrètement lire les étiquettes. Donc à la fin du livre, je donne des listes d'aliments et des explications sur ce qu'on peut s'autoriser, parce qu'il faut aussi pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Le microbiote, ce n'est pas de la science-fiction. C'est en 2013 que j'ai commencé à travailler sur le microbiote intestinal à la suite de mes travaux qui portaient sur le jeûne thérapeutique et sur la toxoplasmose. À l'époque, les découvertes de la métagénomique, une nouvelle technique d'analyse du microbiote, commençaient à se multiplier, se limitant toutefois à des modèles animaux. Lorsque j'en parlais à mes collègues, l'un d'entre eux s'exclama, incrédule, « C'est de la science-fiction ». Des confrères malveillants se moquaient en coulisses. Guillaume Font veut traiter la schizophrénie avec de l'aspirine, des yaourts et des asperges. Il est vrai que durant mes études de médecine, entre 2000 et 2006, l'enseignement du métabolisme du microbiote intestinal et de celui du cerveau était inexistant. Les effets des oméga-3 et des antioxydants étaient très peu enseignés, et les probiotiques considérés par la plupart des médecins que je rencontrais alors comme des placebos. Je n'ai jamais entendu parler de la vitamine D qu'en rhumatologie, à l'occasion du traitement de l'ostéoporose. Et ce n'est qu'en 2012, alors que j'étais jeune chef de clinique titulaire d'une thèse depuis 2 ans, qu'on commença à s'intéresser à ce domaine méconnu. Aujourd'hui, nous le savons, le microbiote, ce n'est pas de la science-fiction. Alors Guillaume Font, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Alors c'est l'ouverture du livre et en fait c'est l'histoire du parcours. Je pense qu'il est toujours important pour un médecin d'expliquer d'où il parle et surtout d'expliquer sa propre expérience. En fait c'est ce qu'on appelle la révélation sur soi en psychothérapie et c'est très apprécié des patients. On n'est pas juste un livre et une source d'information scientifique, on est un être humain et on partage ensemble des expériences de vie qui sont évolutives. Mes connaissances, elles évoluent en permanence. Et ça, c'est quelque chose, on l'a vu avec le Covid, qui est très difficile à accepter, l'incertitude et l'évolution des connaissances. On veut des certitudes très rapides et figées dans le temps. Et c'est pas ça la science, et c'est pas ça la médecine non plus. Donc les choses évoluent. On essaye ensemble, et j'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes que j'ai suivies jusqu'à maintenant, parce que beaucoup m'écrivent après les émissions, donc des patients que j'ai suivis il y a plusieurs années parfois.
Et c'est vraiment des partages précieux parce qu'on n'est plus dans cette époque de la médecine paternaliste où c'était le médecin qui disait il faut faire ci, il faut faire ça. Non, maintenant on est vraiment dans ce qu'on appelle la décision médicale partagée, c'est-à-dire qu'on explore ensemble quelles sont les causes et les circonstances qui ont conduit aux troubles actuels et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'il y a de plus facile à changer par une politique des petits pas. Et c'est pas simple d'accompagner le patient dans le changement. Et ça, c'est absolument pas enseigné dans les études médicales. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la psychiatrie aussi, parce que la psychiatrie, donc c'est la discipline médicale experte de la partie psychologique de la médecine. Et donc accompagner le patient dans le changement, c'est vraiment un art pour le coup. Et ça se passe d'être humain à être humain, et c'est vraiment singulier. Et c'est quelque chose que je souhaite partager. Alors, vous expliquez dans votre livre qu'une méta-analyse française publiée dans la prestigieuse revue Moléculaire Psychiatrie, incluant plus de 50 études, a montré que 2 types de régimes avaient prouvé leur efficacité dans la prévention et le traitement des symptômes anxio-dépressifs. Alors, l'alimentation méditerranéenne et le régime anti-inflammatoire. Alors, l'alimentation méditerranéenne, je pense qu'inutile de rappeler ce que c'est, parce que on connaît tous, tout le monde sait ce que c'est. On peut rappeler brièvement. Le régime crétois, voilà. Donc la ratatouille, les légumes du soleil, les olives noires, très peu de poissons et de viande. C'est très proche du régime flexitarien. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que les régimes qui sont bons pour notre santé mentale sont bons pour l'environnement. C'est ce que j'appelle la santé environnementale. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment promouvoir pour à la fois protéger notre microbiote intestinal et notre santé mentale, et aussi notre environnement, parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et le régime anti-inflammatoire, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, les régimes qu'on a cités, donc méditerranéens et flexitariens, sont anti-inflammatoires. Les régimes anti-inflammatoires, finalement, c'est plusieurs modes d'alimentation dont le point commun est d'être riche en aliments anti-inflammatoires. Alors ces aliments, c'est les aliments déjà non transformés. Tout ce qui est ultra transformé est inflammatoire parce que c'est raffiné et riche en sucre rapide. Et donc, il y a des épices anti-inflammatoires comme l'ail, le gingembre, le curcumin aussi. Donc, on peut déjà utiliser beaucoup plus d'épices pour agrémenter les plats, des herbes aussi. Le persil, par exemple, est anti-inflammatoire. Et puis, des protéines d'origine végétale. Toutes les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs sont anti-inflammatoires tout en apportant à la fois des protéines végétales et des sucres lents, donc de la bonne énergie. Et souvent, l'erreur, c'est de confondre l'énergie et la calorie. C'est-à-dire qu'on va penser qu'en mangeant très calorique, on va avoir beaucoup plus d'énergie, alors qu'en fait, les aliments très caloriques sont souvent très inflammatoires, lourds à digérer et vont diminuer l'énergie. Donc ça, c'est un des messages que j'apporte dans le livre pour bien choisir ces aliments. Vous évoquez, oui, alors l'alimentation cétogène en vogue actuellement. Ce régime alimentaire est-il aussi pertinent pour préserver son cerveau ? Alors c'est une excellente question parce qu'elle est vraiment d'actualité. Le régime cétogène, je pense qu'il illustre parfaitement la problématique. C'est un régime, donc pour le rappeler, qui consiste à diminuer, voire supprimer complètement les sucres de l'alimentation. Dans la nature, il y a très peu d'aliments sucrés. Il y a le miel, la betterave à sucre, et tout ceci est souvent très transformé pour l'apporter dans l'alimentation. Donc, on trouve pas des pâtisseries sur les arbres, on trouve pas des biscuits qui poussent hors de sol. Et donc, on a perdu de vue, parce que souvent on me dit, oui, mais le danger, et ça c'est des collègues psychiatres qui me disent ça souvent, nous, on a très peur en psychiatrie des troubles du comportement alimentaire. Donc tout de suite, quand on propose de changer l'alimentation, il y a le spectre de l'anorexie et de la boulimie qui arrive très vite. Et surtout donc chez les adolescents. Donc les recommandations, là je parle vraiment des adultes. Chez les enfants, c'est encore autre chose, c'est très complexe, il y a une croissance qui est en cours et il y a des représentations, des images qui sont très particulières à l'adolescence, donc il faut faire vraiment très attention. Et les troubles du comportement alimentaire commencent souvent par des régimes alimentaires différents, mais j'insiste, ce sont des régimes, et moi je parle de mode d'alimentation. Un régime, c'est quelque chose qui est transitoire, qui a un but souvent pour perdre du poids, avoir une certaine apparence. Ce n'est pas ce dont je parle vraiment du mode d'alimentation. Et donc là, la question, c'est l'alimentation cétogène. Est-ce qu'elle est recommandée ou pas ? Alors l'alimentation cétogène, elle est très populaire parce qu'elle permet de perdre du poids rapidement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que notre alimentation, elle est trop riche en calories et on l'a dit, il y a déjà une épidémie de surpoids et d'obésité dans la population. Mais par contre, il y a 2 types d'alimentation cétogène et l'erreur, ce serait par exemple, et c'est le cas de la plupart des personnes qui la pratiquent, d'aller sur beaucoup de viande et de poisson.
L'alimentation cétogène, en pratique, ça veut dire qu'on élimine toutes les céréales et les légumineuses de l'alimentation. Donc, on perd quand même 2 sources très importantes de fibres et de féculents. Donc, il nous reste viande, poisson, œufs et tout ce qui est légumes verts. Donc, les légumes verts, c'est à volonté. On a supprimé les fruits aussi, parce que du coup, les fruits sont riches en sucre. Enfin, moins riches que la plupart des produits ultra transformés, mais donc il y a quand même du sucre dans les fruits. Et donc, du coup, on se retrouve avec une alimentation qui est proche du paléo-diet. C'était le régime qu'on pense être le régime de nos ancêtres. Et avec aussi consommation de noix. Les noix sont autorisées. Et donc, c'est très efficace pour perdre du poids sur le court terme. Par contre, on connaît pas les effets à long terme. Et surtout, s'il y a consommation de viande et de poisson, d'un point de vue de l'environnement, c'est pas soutenable. S'il y a 7 milliards d'êtres humains qui se mettent à faire du cétogène demain, là, on peut pas soutenir ça d'un point de vue de l'environnement. Donc, c'est pas, je pense, déontologique, d'un point de vue médical, de recommander un mode d'alimentation qui n'est pas soutenable sur le plan de la planète. Donc, pour ces raisons-là, en fait, le cétogène, il a été développé initialement dans l'épilepsie, pour les enfants épileptiques, et il y a plus de 100 ans, donc c'est pas du tout un effet de mode. Il peut être intéressant, on est en train de faire des études de neuroimagerie à Marseille qui montrent que lorsqu'on fait du cétogène, le cerveau se met au repos. Donc, le fait de diminuer les sucres diminue l'afflux de sang au cerveau et permettrait au cerveau de s'apaiser. Ce serait le mécanisme par lequel ça pourrait améliorer l'épilepsie aussi, par exemple. Et donc, ça pourrait être intéressant ponctuellement dans certaines indications et donc c'est à explorer. Par contre, pour tout le monde et en permanence, c'est très contraignant, c'est très coûteux aussi et les effets sur la santé à long terme sont très mal évalués. Et je pense notamment au risque de cancer aussi qui est associé à la consommation excessive de viande. Alors, quid du jeûne ? Alors le jeûne, c'est l'énorme question. Ça, c'est souvent la première d'ailleurs qu'on me pose dans les conférences. Est-ce qu'il faut pratiquer le jeûne et quel jeûne et est-ce que le jeûne ça marche? C'est comme ça que je suis rentré dans ce domaine, donc au début des années 2010. Donc moi j'avais été fasciné, comme beaucoup de personnes, par ces reportages qui, donc c'était surtout des personnes allemandes et russes en fait, parce que c'est très pratiqué en Allemagne et en Russie. Il y a 15 à 20% des Allemands qui pratiquent tous les ans une forme de jeûne et qui rapportent vraiment un mieux-être et très rapide, moins de 48 heures. Il n'y a aucun antidépresseur qui agit aussi vite. Et donc, tout de suite, je me suis demandé, mais si on l'appliquait en santé mentale, qu'est-ce que ça donnerait? Et j'ai commencé à regarder les études, et puis, de façon très surprenante, j'ai rien trouvé, en fait. Donc, je suis allé du côté des maladies inflammatoires, la polyarthrite notamment, et j'ai trouvé des collègues allemands qui publiaient dessus. Je les ai contactés, on a fait un travail ensemble. Et effectivement, on a pu confirmer que le fait de jeûner améliorait l'anxiété et la dépression des personnes qui ont des maladies chroniques inflammatoires, et ce, en moins de 48 heures. Et donc maintenant, l'enjeu, ce serait de l'appliquer en santé mentale. Mais donc, on en revient à ce fameux spectre de l'anorexie et de la boulimie, priver de nourriture des personnes qui sont déjà très mal sur le plan de la santé mentale. Déjà, ça pose une question éthique. Est-ce que c'est déontologique d'affamer des personnes dépressives? Et puis en plus, il y a la réaction des patients. Moi, je me rappelle de cette patiente qui m'avait vraiment touché au cœur quand elle s'était effondrée en larmes dans mon cabinet au moment où je lui parlais du jeûne, et elle me dit: mon dernier plaisir, c'est la nourriture et vous voulez me l'enlever. Bon, là, c'était le début du travail. Heureusement, elle est revenue me voir après parce que j'ai cru que je l'avais perdu. Mais donc après, j'ai pris beaucoup plus de pincettes pour parler de l'alimentation, et souvent j'attends plusieurs séances qu'il y ait une bonne alliance, parce que c'est vrai que si on commence par là, déjà le fait de parler de l'assiette quand on est psychiatre, c'est un peu surprenant, mais alors en plus si on commence par arrêter le chocolat, alors là les personnes reviennent pas. Donc je remercie cette patiente, j'espère qu'elle nous écoute. Et donc le jeûne, il y a différents types de jeûne. Le jeûne que je recommande, en fait, au vu des études, on a publié une méta-analyse l'année dernière, donc une compilation d'études qui montre que le jeûne est efficace sur l'amélioration de l'anxiété et de la dépression. Alors, il y a des études qui portaient sur un jeûne religieux, qui est le ramadan, et puis d'autres sur des jeûnes thérapeutiques. Et donc, parmi ceux-là, il y a le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est le mieux toléré, parce que les effets indésirables du jeûne, ils apparaissent souvent après 24 heures de jeûne. Donc, tout ce qui est jeûne intermittent, c'est-à-dire 12 à 16 heures par jour de jeûne, c'est ce qu'il y a de mieux toléré. Les effets indésirables, souvent, c'est les migraines, les maux d'estomac, l'acidité de l'estomac. Et ça survient au-delà de 24 heures. Donc, si on choisit le plus simple, c'est de supprimer le petit déjeuner, parce que quand on est au réveil, on est déjà en train de jeûner. Le jeûne, c'est une prolongation au-delà de 6 heures du jeûne. Donc, quand on se réveille le matin, on est déjà en train de jeûner, d'où le terme déjeuner. Et donc, il s'agit de déjeuner plus tard, donc de supprimer le petit déjeuner. C'est souvent plus facile que de supprimer le repas du soir, mais certains patients préfèrent le repas du soir parce qu'ils m'expliquent qu'ils peuvent pas démarrer la journée sans un apport énergétique.
Donc, je dis dans ce cas-là, pas de souci, en fait, choisissez la forme de jeûne qui vous convient le mieux. Et après, donc, plus on jeûne longtemps et plus c'est efficace. Et en fait, alors, ce qui est débattu actuellement, c'est qu'est-ce qui fait que c'est efficace? Ce qui est certain, c'est que ça permet plus facilement d'atteindre la restriction calorique, c'est-à-dire la diminution de ces fameuses calories excédentaires. Dans nos sociétés modernes, on est beaucoup trop sur le canapé, beaucoup trop devant les séries télé, et du coup, on a une alimentation paradoxalement très riche en calories. Et donc, du coup, forcément, la conséquence, c'est qu'on prend du poids. Et après, on s'étonne de manquer d'énergie, de se traîner, voilà. Et donc, le fait de jeûner, en fait, en supprimant un repas par jour, et ben, au cours des 2 repas qui restent, on n'atteint pas le même niveau de calories, surtout que le petit déjeuner, il est très riche en sucre dans le petit déjeuner français. Donc, malheureusement, les mauvaises nouvelles, c'est que la tartine de pain beurrée le matin avec la confiture, c'est pas vraiment recommandé, le pain au chocolat non plus. Donc, je m'excuse pour les boulangers qui nous écoutent. Par contre, on peut aussi prendre des petits déjeuners, parce qu'on me demande, alors c'est quoi le bon petit déjeuner pour les personnes qui veulent pas faire de jeûne intermittent? En fait, on peut prendre par exemple des flocons d'avoine avec des yaourts de soja, par exemple, si on veut éviter les protéines animales, avec des graines de chia qui sont très riches en oméga 3, par exemple, et puis agrémenter ça avec du citron vert ou tout ce qu'on veut mettre pour donner du goût de ce qu'on aime, et ça fait un bon petit déjeuner léger à digérer qui donne de l'énergie jusqu'à la fin de la journée. Alors, boire ces 2 litres d'eau par jour est essentiel pour la santé. Et qu'en est-il de la santé mentale? Alors, quand j'ai regardé les études, j'étais assez surpris parce que moi, je m'attendais à trouver beaucoup de choses sur les eaux embouteillées, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les bienfaits des eaux de source, des eaux minérales, tout ça, sur les nutriments qu'elles apportent. Et en fait, j'ai absolument rien trouvé pour la santé mentale. Donc, en fait, personnellement, je recommande pas l'eau embouteillée pour les problèmes de santé mentale. Au contraire, d'ailleurs, ça a un impact environnemental très important, le transport de l'eau, le plastique aussi. Donc, l'eau du robinet en France est de bonne qualité. Je m'étais renseigné aussi. Donc, moi, j'habite à Marseille, donc on a la chance d'avoir une eau de très bonne qualité. Mais globalement, toutes les eaux en France sont très contrôlées et de bonne qualité. Donc, on a cette chance-là. Donc, il faut pas se priver. Et donc, ce que je recommande pour les personnes qui boivent pas assez, parce que c'est quand même très fréquent, et en particulier pour les personnes en surpoids, en fait, les personnes qui sont en surpoids se déshydratent plus facilement parce qu'elles ont plus de graisse dans le corps. Et donc, le mieux, c'est de remplir ces 2 bouteilles et de dire, d'ici la fin de la journée, il faut que j'ai bu mes 2 bouteilles. Comme ça, au moins, ça donne un marqueur et un objectif pour la journée. Alors, vous évoquez longuement les compléments alimentaires, lesquels sont essentiels pour se préserver de la dépression et des différents troubles mentaux. De quels compléments alimentaires s'agit-il? Puisque on sait aussi qu'on peut avoir des surdosages de compléments alimentaires. Et donc, quelle est votre recommandation à ce sujet et votre retour d'expérience? Alors, je précise que j'ai pas de conflit d'intérêt, donc j'ai pas de stock options dans des laboratoires de compléments alimentaires. Et ce qui peut être assez surprenant, c'est que dans notre alimentation actuelle, c'est compliqué d'avoir tous les nutriments et les acides gras essentiels dont on a besoin. Et ça, je m'attendais pas à dire ça en tant que médecin, parce que je me disais, voilà, il suffit de manger équilibré et diversifié, et c'est suffisant. Mais en fait, quand j'ai commencé à vraiment aller regarder les données scientifiques, il se trouve en fait qu'en France, on est quasiment tous carencés en oméga 3. Alors pourquoi? Parce que les oméga 3, en fait, on en trouve surtout dans les poissons gras. Et en même temps, on a l'ANSES, donc l'Agence de sécurité alimentaire, qui ne recommande pas de consommer plus d'1 portion de poisson gras par semaine à cause du risque d'intoxication au mercure, parce que les poissons vont aussi stocker les métaux lourds. Tout ce qui est gras stocke les métaux lourds. Donc plus les poissons passent du temps dans la mer, et puis ils vont donc prendre tout ce qui passe dans les rivières et dans les océans. Donc ça, c'est un vrai problème environnemental que l'on a. Il y a le problème de la surpêche aussi. Et donc du coup, recommander de manger du poisson gras, c'est pas très évident d'un point de vue de la santé. Donc 1 fois par semaine, oui, pas plus. Et ça, c'est pas suffisant pour apporter tous les oméga 3 dont on a besoin. Donc à partir de là, donc quelles sont les options qu'on a? On a tout ce qui est végétal, donc des huiles végétales comme l'huile de colza qu'il ne faut surtout pas cuire parce que la cuisson détruit les oméga 3 et ça va en plus les transformer en acides gras inflammatoires, donc il faut pas le faire. Et puis l'huile, c'est riche en calories. Parce que alors moi, du coup, j'ai des patients qui me disent, oui, mais moi, ça y est, je bois des litres d'huile et je prends du poids, je comprends pas. Oui, donc effectivement, ça apporte à la fois des oméga 3, mais aussi beaucoup de graisses saturées. Donc il faut faire attention. Les personnes qui pratiquent l'alimentation cétogène consomment beaucoup de graisse, mais elles n'ont pas de sucre. Par contre, si on continue le sucre et les huiles, même végétales, c'est mieux que le beurre. Mais par contre, c'est quand même très calorique, donc il faut faire attention aux doses.
Au final, le plus simple, moi, ce que je recommande à mes patients et ce que je pratique moi-même, c'est la supplémentation, c'est-à-dire de prendre des compléments alimentaires d'oméga 3 quotidiennement. Donc, ça peut être perturbant pour certaines personnes de se dire que l'alimentation ne suffit pas en elle-même. Alors, la question, c'est est-ce qu'on devrait tous prendre des oméga 3 ? Moi, je parle pour les personnes surtout qui se sentent vulnérables sur le plan de la santé mentale. Bon, il se trouve que en tant que psychiatre, moi j'ai l'impression qu'on l'est tous, vulnérables dans la santé mentale, parce qu'il y a un Français sur 5 qui va faire une dépression au cours de sa vie et on ne sait pas sur qui ça va tomber. Donc on est tous potentiellement vulnérables. Et quand ça nous arrive, on s'attendait pas à ce qu'on fasse partie du lot. Donc j'aurais tendance moi à recommander la supplémentation. L'autorité européenne de santé le recommande aussi, parce que donc c'est elle qui a publié les chiffres qui montraient que les Français étaient carencés en oméga 3. On n'est pas les pires parce que les Anglais sont en dessous de nous. Mais on est quand même en dessous de ce qu'on devrait. Et puis parmi les autres compléments alimentaires, ceux que je prescris quasiment systématiquement en santé mentale, c'est la vitamine D en hiver. Donc ça dépend où on habite bien sûr, mais grosso modo dès qu'on commence à porter des manches longues et que le ciel commence à se couvrir, ça veut dire qu'on va moins synthétiser de vitamine D parce que c'est la vitamine qu'on synthétise quand on s'expose au soleil. Et il a même été montré que l'exposition au soleil était assez insuffisante, qu'il fallait vraiment s'exposer au moins 3 heures par jour sur une partie, au moins la moitié du corps, donc pour avoir la synthèse suffisante de vitamine D, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Donc moi j'ai été très surpris à titre personnel de me doser ma vitamine D, de me trouver en carence alors que je m'y attendais pas. Donc depuis je me supplémente systématiquement tous les hivers et il y a une étude qui a montré que 82% des Français étaient carencés en vitamine D l'hiver. Donc en fait on est vraiment dans des chiffres avec une telle prévalence qu'on peut y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de risque aux doses où les ampoules sont prescrites, c'est remboursé la vitamine D. Il n'y a pas de risque de surdosage à ces doses-là. En fait, ça c'est pareil, j'ai des collègues qui toujours me parlent du risque pour les reins. Mais en fait, il y a eu un cas publié en 15 ans de personnes qui prenaient tous les jours des ampoules mensuelles. Donc du coup, qui très vite se sont saturées en vitamine D. En pratique, j'ai jamais eu aucun cas de surdosage chez mes patients. Et le dosage plasmatique peut être pratiqué si on souhaite en avoir le cœur net. Mais c'est pas la peine de doser trop régulièrement sa vitamine D non plus. Il faut juste vérifier si on l'absorbe bien. Et puis je termine très rapidement sur les autres compléments alimentaires que je détaille dans le livre. Nous, au Centre Expert Dépression, on prescrit beaucoup de magnésium et de zinc. Alors là, par contre, faut pas trop en prendre parce que tout ce qui est métallique, on va dire, là par contre, ça peut être toxique en cas de surdosage. Donc le zinc, ça se rembourse, c'est sur prescription. Donc ça se dose aussi. Et puis il y a enfin les folates, c'est de la vitamine B9. Alors ça, les femmes enceintes le savent bien parce que c'est une vitamine qui est prescrite à toutes les femmes enceintes. Mais en fait, dans la dépression, ça a aussi montré une efficacité parce que c'est ce qu'on appelle un coenzyme. Un coenzyme, c'est une molécule qui est nécessaire à la synthèse d'une hormone. Et l'hormone en question, c'est la sérotonine. Et le folate, en fait, permet d'augmenter les taux de sérotonine, donc l'hormone du bien-être dans le cerveau. Donc on a vraiment le mécanisme biologique direct qui permet d'expliquer son efficacité sur la dépression. Vous accordez aussi un paragraphe sur un nutriment dont vous dites, dont on parle trop peu, la choline ou la choline. La choline. Ça se dit la choline. Quel est son intérêt ? Alors la choline, en fait, c'est un nutriment qui est peu connu. En fait, effectivement, j'ai souhaité consacrer un paragraphe à ça parce qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai souhaité rédiger ce livre, c'est déjà parce qu'il m'a été beaucoup demandé par les patients eux-mêmes qui me disaient mais quand est-ce que vous publiez quelque chose qui synthétise toutes les données pour qu'on puisse les partager, les montrer à nos médecins, qu'ils arrêtent de nous dire voilà que c'est du charlatanisme, tout ça. Donc dans le livre, je synthétise 250 études dont la plupart sont des méta-analyses d'excellente qualité. Donc ça, je pense que c'est important d'insister sur la rigueur des données scientifiques maintenant parce que on a eu quand même beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés avec des données qui étaient quand même très préliminaires et approximatives. Donc moi j'ai souhaité apporter quelque chose de vraiment solide. Et concernant la choline, en fait, à l'occasion du travail sur cet ouvrage, j'ai découvert des choses qui m'avaient jamais été enseignées en fait dans les études médicales. Donc en fait c'est un complément alimentaire. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que les détails techniques sont dans le livre pour les personnes qui sont intéressées. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait la choline c'est un constituant très important des neurones, en fait des membranes des neurones. Et que donc dans les aliments, on en trouve dans le jaune d'œuf, par exemple. Donc ça pourra concerner les végétariens aussi. Et donc ce complément-là, en fait, est un précurseur essentiel pour beaucoup de molécules qui vont rentrer dans la membrane des neurones et leur permettre de communiquer entre eux. Alors, vous rapportez également que la consommation de gluten induit des symptômes dépressifs chez les individus présentant une maladie cœliaque. Alors, qu'en est-il des personnes sensibles au gluten ? Est-ce qu'elles risquent de devenir ou de développer une maladie mentale, une dépression, si elles n'ont pas conscience de cette sensibilité, si elles mangent du gluten malgré elles, enfin...
Alors, c'est la grande question du gluten. Ça, c'est un énorme débat. Alors, j'explique le contexte pour nos auditeurs et auditrices. C'est que le gluten, donc, c'est une molécule qui est beaucoup utilisée dans la boulangerie et la pâtisserie parce que c'est un liant alimentaire. Donc souvent, d'ailleurs, quand on dit d'arrêter les produits ultra-transformés, un des effets, c'est qu'on diminue sa consommation de gluten. Et réciproquement, quand on commence un régime sans gluten, il y a des personnes qui rapportent se sentir mieux, avoir plus d'énergie rapidement. Et ça vient peut-être de l'arrêt du gluten, mais aussi peut-être de l'arrêt d'aliments ultra-transformés et très caloriques qui contiennent du gluten. Donc, les études scientifiques ont regardé ce que ça faisait d'administrer des régimes avec et sans gluten. Et pour ça, il faut faire un placebo de gluten, c'est-à-dire vraiment faire 2 régimes sans gluten et puis donner un shaker de gluten à un groupe et un shaker de placebo à un autre groupe pour voir les effets du gluten. Et ça, il y a très peu d'études qui vont jusqu'à ce degré-là, en fait, de tests. Par contre, il y a des choses très intéressantes qui apparaissent en santé mentale, par exemple dans la schizophrénie. Alors c'est une maladie assez rare, mais qui est par contre très grave, qui apparaît chez des individus jeunes et qui montre que le fait d'arrêter le gluten pour les personnes qui ont des schizophrénies, pour une bonne partie d'entre elles, améliore les symptômes de leur maladie. Donc il y a quand même des choses surprenantes qu'on n'attendait pas et qui ont été démontrées assez récemment. Concernant l'intolérance au gluten, c'est là où est la vraie question, parce que les personnes qui nous écoutent vont peut-être se demander comment ça se fait qu'on n'a pas la réponse à une question aussi simple que celle du gluten depuis le temps qu'on la pose. C'est qu'en fait, la maladie cœliaque, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une maladie cœliaque, il y a un dosage, c'est très standardisé, c'est OK. Par contre, l'intolérance au gluten, là, tout le monde n'est pas d'accord pour savoir quel marqueur, à quelle dose. Et du coup, est-ce que c'est le gluten qui est responsable des symptômes de la personne ? Donc en fait, le seul moyen qu'on a, c'est ce qu'on appelle le test de l'arrêt. Donc pendant 1 mois, en fait, essayer d'arrêter le gluten dans son alimentation et de regarder l'effet que ça fait. Par contre, on attire la vigilance pour les enfants parce que donc il faut pas faire n'importe quoi avec l'alimentation des enfants. Et il y a des choses intéressantes qui ont été publiées dans l'autisme, mais il faut que ce soit encadré et surtout évalué sur le plan médical parce qu'il faut une évaluation objective de la sévérité des symptômes, sinon on risque ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc ces fameux biais cognitifs, c'est que quand on veut trouver absolument un effet, souvent on le trouve. Et c'est la question qui s'est posée avec le Covid au début de l'épidémie du Covid. On voulait absolument trouver des traitements qui étaient efficaces. Et du coup, si on veut absolument qu'un traitement marche, on sait que ça va augmenter les chances de conclure à son efficacité. Alors, une question sur la santé physique qui éveille forcément la curiosité. Vous rapportez dans votre livre, au tout début de votre livre d'ailleurs, les recherches du chercheur en médecine évolutive Michel Raymond, portant sur les liens entre l'alimentation et le cancer, et notamment que le cancer pouvait modifier notre alimentation. Est-ce confirmé et où en est-on dans la recherche aujourd'hui à ce sujet ? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu Michel. Il faudra que je le salue s'il nous écoute. Je lui enverrai le lien du podcast. En tant que psychiatre, en fait, donc je suis pas expert du domaine du cancer, mais c'est vrai que cette découverte-là, je la trouvais vraiment très frappante. C'était pas le sujet principal de mon livre, donc je l'ai simplement évoqué. Mais en fait, on a des idées reçues sur la façon dont fonctionne l'organisme, et parfois il y a des révolutions. Et quand j'ai lu ça, en fait, sur le fait que le cancer lui-même, les cellules cancéreuses peuvent elles-mêmes modifier le comportement alimentaire de l'autre, j'ai trouvé ça frappant, mais au même titre que le microbiote, donc les bactéries de notre intestin, peuvent moduler notre comportement. Il y a des modèles animaux qui sont vraiment frappants. Chez la mouche, par exemple, on a pu démontrer que quand on changeait les bactéries du tube digestif de la mouche, la bactérie était capable de changer le type d'aliment pour lequel la mouche avait de l'appétence. Alors que l'aliment avait la même odeur, la même couleur, la même saveur, la mouche allait plus consommer un tas d'aliments qui contenaient l'acide aminé qui était nécessaire à la bactérie pour se reproduire. Et ça, c'est vraiment un nouveau concept qui, avant, on concevait notre corps comme ce qu'on appelle un organisme eucaryote, donc avec pluricellulaire, avec de nombreuses cellules. Et la barrière, en fait, entre nous et l'extérieur, c'était la peau, ce qu'on appelle le moi peau. Et maintenant, on se rend compte, en fait, que cet organisme-là, en fait, il est vraiment en symbiose avec des microbes. Et que si on décapite ces microbes, ce qu'on a fait avec les théories hygiénistes, en fait, on va fragiliser notre organisme et on va le rendre beaucoup plus vulnérable. Et que maintenant, on prend conscience, en fait, qu'on interagit avec tout un tas d'organismes sur notre peau, dans notre intestin, qui vont avoir un effet bénéfique pour nous et qu'il faut en prendre soin aussi. Alors
Guillaume Font, quel est le livre qui vous a fait évoluer ou qui a influencé votre pratique ou votre personnalité? Alors, le premier qui me vient à l'esprit, je pense que ce serait Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, parce que en santé mentale, en fait, j'ai souhaité en fait changer ma pratique de psychothérapie parce que j'étais pas satisfait de ce qui m'avait été enseigné. Alors, les thérapies cognitives et comportementales sont très efficaces, mais elles sont froides et elles manquent de sens. Et donc, je voyais bien chez les patients que c'était pas exactement en fait ce qu'ils attendaient, ce qu'ils recherchaient, et c'était des choses très protocolisées. Et il manquait une vibration, un peu une âme en fait, et que la thérapie c'est aussi partager cette vibration pour partager cette énergie et ce goût du changement, ce qui manquait en fait à la plupart de mes patients. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à rédiger mon ouvrage précédent, qui était donc Je fais de ma vie un grand projet, où j'ai voulu synthétiser tout ce que j'ai trouvé en fait au cours de ces années pour le mettre au service des personnes que j'accompagnais en psychothérapie. Et parmi ces ouvrages, il y avait l'ouvrage de Mathieu Ricard en fait qui fait une synthèse assez scientifique en fait des données sur les bienfaits de l'altruisme et qui a conduit à des développements de différentes vagues de psychothérapie. En fait, il y a eu la première vague qui est la plus connue, qui est la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Et puis maintenant, on est à la seconde vague sur la pratique des méditations avec objet, on appelle ça comme ça, donc la méditation de l'amour bienveillant, par exemple, qui consiste à générer le sentiment d'amour bienveillant. Et je pense aussi à la gratitude. En fait, ça, j'en ai beaucoup parlé dans cet ouvrage. Le fait de tenir un journal de gratitude quotidien, de s'entraîner à développer l'émotion de la gratitude et de prendre conscience. Alors ça a été une révolution pour moi, de prendre conscience qu'on peut agir sur ses pensées et pas que biologiquement, en fait. C'est-à-dire que on a le pouvoir soi-même de s'auto-influer sur nos pensées et qu'on peut choisir quel type d'émotions et de sentiments on souhaite développer, fertiliser dans notre esprit. Alors, quand je dis ça à des personnes dépressives, souvent, c'est pas le moment, en fait. Dire à quelqu'un qui est dépressif qu'il peut développer de la gratitude, souvent, on se fait accueillir assez vertement. Et en fait, j'explique dans ce livre qu'il y a eu à la base des études de psychologie qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait la différence entre des personnes après un accident qui, pour certaines, allaient tomber dans la dépression et l'alcool, par exemple, et pour d'autres, allaient avoir une vie beaucoup plus inspirante et même remercier pour cet accident qui avait changé leur vie, même si elles étaient parfois paraplégiques ou avec des séquelles ou qu'elles avaient perdu leur emploi, parce que elles ont pris conscience, en fait, de quelque chose à l'occasion de cet accident. Et en fait, les psychologues ont montré que ce qui faisait la différence entre ces deux groupes, c'est la capacité à éprouver la gratitude. Et ça, c'est quelque chose dans notre société, je pense, qui est vraiment à développer et à encourager, parce que on le voit dans l'actualité médiatique. C'est pas vraiment l'émotion qui est mise au premier plan de la plupart des émotions de la société actuellement et ces dernières années. En quoi croyez-vous ? Alors moi, je crois dans le potentiel de l'être humain à changer. Et ça, c'est une croyance qui est mise à mal quand même assez quotidiennement. Parce que c'est parfois, là je pense aux dernières élections présidentielles, en fait, il y a ce qu'on appelle le déni, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup en tant que psychiatre. Comment est-ce qu'on explique le déni de la situation? Et donc, je pense à la situation environnementale et planétaire et au décalage qu'on peut avoir, en fait, avec certains médias qui, en fait, nous abreuvent de sujets qui paraissent tellement mineurs à côté de ça. Alors que par contre, l'urgence, elle est là, elle est sous nos yeux, et du coup, on pousse à l'inaction. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de divertir, alors à la fois, ça permet d'apaiser, c'est sûr, le divertissement, mais la politique de l'autruche, on sait que ça va finir par nous revenir en plein visage. Et donc là, on sait qu'on a une urgence, qu'il y a un enjeu. Et en même temps, il y a un attachement en fait au passé et à un certain mode de vie qui est parfois revendiqué. Voilà, donc cette croyance dans la capacité de changer, en fait, c'est vraiment mon moteur, parce que sinon je ferais pas tout ça finalement, je baisserais les bras. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose que je travaille au quotidien au sein de mon cabinet, mais que j'aimerais vraiment arriver à déployer à plus large mesure.
Alors pour ça, il y a toutes les personnes qui finalement développent la philosophie du développement personnel qui a été aussi très mise à mal, parce qu'on a confondu le développement personnel avec beaucoup d'autres choses. On l'a accusé de beaucoup de choses, alors que le développement personnel, en fait, l'erreur, c'est peut-être dans le nom, en fait. C'est pas personnel au sens d'individuel, au contraire, c'est sortir de l'individualité. Et je citais le livre de Mathieu Ricard, le concept de l'altruisme efficace. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, c'est-à-dire de regarder finalement pour la même énergie, la même quantité. On dit qu'on a 4 ressources, le temps, l'argent, l'énergie et les pensées. Et la question, c'est ces 4 ressources-là, dans quoi je les investis. Et donc, tous les jours, je fais un choix avec mon porte-monnaie, avec mes pensées, avec mon temps et mon argent, de ce que je vais développer dans ma propre vie et du coup dans le monde. Donc j'ai un pouvoir d'action, ça veut dire que je peux me demander où est-ce que je place mon argent de mon épargne par exemple, quels sont les produits que je vais acheter, je peux déployer ma conscience et c'est pas simple en fait, tous les jours quand on a un travail, une famille, de s'interroger sur le sens de chacune de nos actions et en plus là je l'explique avec l'alimentation, il y a des choses qui sont cachées. Donc du coup, on peut penser en fait faire une bonne action et puis au final se rendre compte que les produits qu'on consomme sont néfastes pour nous. Donc en fait, maintenant, je pense que le prochain challenge en fait de la santé mentale, c'est de rejoindre la santé de l'environnement. Et que je pense que c'est ça qui va vraiment donner du sens, parce qu'en fait, on nous dit aussi que ce qui manque à notre société, c'est des valeurs et du sens. Que maintenant, on a abandonné les religions, on n'est plus dans une dictature, donc il n'y a plus un leader qui va nous dire, voilà, on va restaurer la nation, la grandeur, etc., etc. Et donc, on est au contraire dans un pays qui est réputé plutôt morose, qui est plutôt pessimiste. En santé mentale, on appelle ça le neuroticisme, voir toujours le verre à moitié vide. Et ça, on sait que c'est un facteur de risque de dépression. Et donc, je pense vraiment que si la France avait une carte à jouer dans le monde, maintenant, c'est pas sur le plan militaire, tout ça, mais vraiment sur le fait d'incarner un changement de valeur, en fait. De dire maintenant, l'enjeu, c'est plus autour d'avoir plus d'énergie, plus d'emprise au niveau international, mais vraiment de se concentrer sur le bien-être psychologique des personnes. Et quelqu'un qui est en bonne santé mentale n'est pas agressif, n'est pas violent en fait. Donc on va régler beaucoup de problèmes de la société si on promeut ça dès l'école. On en a parlé pour la pleine conscience. Il y a un livre qui s'appelle Méditer comme une grenouille, qui a beaucoup de succès chez les parents, qui donc promeut la pleine conscience chez les enfants. Moi-même, quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'avoir une sensibilisation sur l'écologie. Je me souviens, dans les années 90, on parlait déjà des Allemands qui se déplaçaient à vélo, tout ça, de la crise du choc pétrolier. Donc ça met du temps, c'est très lent, et ce temps-là, on l'a plus. Mais en même temps, si on développe des produits culturels, des séries télévisées qui incarnent les vraies valeurs et qui ne moquent pas les personnes qui essayent de changer, je pense notamment aux comédies qui se moquent du véganisme, par exemple, ou des jeunes qui sont mis dans un paquet où on mélange bobo, wokiste, etc. Enfin, une étiquette comme ça un peu condescendante, alors que ce sont des personnes qui se remettent en question et qui essayent de changer quelque chose dans la société, ce que je trouve vraiment admirable. Si ça c'est porté comme valeur dans notre société, je pense que c'est le meilleur levier qu'on aurait à tous les niveaux, en fait, à la fois pour donner un nouveau cap, une valeur, un sujet autour duquel on peut tous se réunir, ce qui permet aussi de dépasser les clivages des communautés, des minorités, et de sortir aussi de ce cercle infernal international où on est toujours dans une course effrénée à la volonté de puissance, de démonstration, et où on voit où ça nous mène actuellement. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire, en fait, c'est toutes les personnes qui sont prêtes à remettre en cause leur mode de vie et qui sont prêtes à la solitude. Et ça, je pense que pour moi, les plus grands guerriers, c'est les guerriers de l'esprit, c'est vraiment les personnes qui sont capables de faire face à leurs propres angoisses. En fait, on a tous vécu des vérités émotionnelles qui se sont ancrées en nous au cours de la vie. Et donc, ce qui est formidable en thérapie, c'est qu'on peut travailler ça. En fait, on a des outils pour se libérer de certaines expériences qu'on a fait dans le passé et qui se réactivent à notre insu. Et ce qui se joue, en fait, dans beaucoup d'angoisses que l'on a dans l'instant présent, en fait, ce sont des réactivations de ce qu'on a vécu dans le passé sans qu'on en ait conscience. Moi, j'ai vécu ça et c'est assez troublant, en fait, quand on fait ce travail-là, de se rendre compte que ce qui s'active au niveau conscient est complètement connecté à une vérité très ancienne et très souterraine, en fait, qu'on a enterrée depuis longtemps.
dans notre santé mentale, psychique, dans notre inconscient. Et donc, s'il y avait une chose sur le plan politique que je recommanderais, d'une part, ce serait le remboursement des compléments alimentaires qui ont montré une efficacité dans la santé mentale, parce que du coup, ça aurait une efficacité, on l'a vu, la dépression, c'est une cause de perte de productivité, d'économie, nombre de jours d'arrêt de travail colossal, et donc ça permettrait d'éviter des hospitalisations, des suicides. Donc déjà, au niveau de la population, ce serait un gain considérable. Et puis, l'autre chose, ce serait vraiment de développer dans les écoles à tous les niveaux, c'est-à-dire primaire, secondaire, tertiaire, universitaire, les techniques de psychothérapie, parce qu'en fait, sans vouloir tout psychologiser, vraiment, je pense que tout le monde peut gagner au moins une fois dans sa vie à explorer la totalité de son esprit, faire un tour de son esprit. Et quand on se connaît soi-même, on est beaucoup plus apaisé sur l'avenir, sur les angoisses. Une des choses qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est ce qu'on appelle les sesshin, donc c'est des retraites spirituelles zen. On n'est pas obligé de le faire dans le contexte d'une spiritualité bouddhiste, il y a des retraites laïques qui existent. Et en fait, ça consiste à s'asseoir sur un coussin toute la journée, de se lever à 5h30 du matin et de n'absorber que 3 petits bols de crudité dans la journée et de rester les yeux fermés à contempler son esprit. Une fois qu'on est capable de faire ça, on se rend compte, d'une part, qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. D'autre part, on prend conscience que notre esprit, il est créateur. Et ça, beaucoup de personnes se sont déconnectées de ça parce qu'on est très consommateur, en fait. On se nourrit, on engrange des informations, des divertissements, tout ça. On se remplit. Surtout, on a peur du vide. On n'aime pas le vide parce que le vide, c'est laisser la place au passé, justement, à la réactivation, aux angoisses de l'avenir. Et donc ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, donc du coup, qui vont consommer des somnifères, par exemple, ou des anxiolytiques. Et une fois qu'on a fait cette expérience-là et qu'on voit qu'on est capable de trouver la paix dans cette expérience, mais de le faire de façon reliée, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus impactant de le faire en groupe que de le faire seul, parce que tout seul, généralement, on tient pas très longtemps. Mais on se rend compte que simplement s'asseoir sur une chaise et fermer les yeux, en fait, c'est extrêmement challengeant. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus grande prise de conscience qu'on puisse avoir, c'est d'aller à l'exploration de son esprit. Et ça vaut tous les voyages du monde. Il n'y a pas besoin d'un bilan carbone démesuré pour faire ça. En fait, il suffit de s'asseoir en groupe avec des personnes qui maîtrisent la technique. Il faut quand même des guides pour être capable d'expliquer ce qui va se passer, parce qu'on va faire face à beaucoup de choses qui peuvent être très perturbantes aussi. Donc, il faut que ce soit encadré. Et c'est pour ça en fait que la pleine conscience se développe autant dans la santé mentale. Et en fait, la 3e vague des thérapies, parce que j'ai parlé des 2 premières, et donc c'est la 3e qui arrive et qui, je pense, va être vraiment révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle l'identification correcte du soi. En fait, beaucoup de nos perturbations mentales proviennent du fait qu'on se perçoit comme une personne vulnérable et dont la valeur dépend de l'extérieur. C'est-à-dire, on pense, si je suis applaudi, je suis une personne qui a de la valeur. Si je suis reconnu socialement, si j'ai un bon poste, un bon salaire, une famille aimante, un chien gentil. Alors qu'en fait, notre valeur est complètement indépendante de ça, puisque tout ceci n'impacte pas la capacité de notre esprit à percevoir et à créer. Et c'est ça notre vraie valeur, en fait. C'est que nous avons un esprit dont la potentialité est absolument infini. Mais pour ça, il faut en faire de l'expérience. Tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on peut pas avoir idée de ce dont je suis en train de parler. Et je pense vraiment que si les 7 milliards d'êtres humains faisaient cette expérience-là, il y aurait toute une partie des illusions et des perturbations mentales collectives qui s'effondreraient, en fait, et que du coup, ça créerait vraiment un bouleversement au niveau de l'ordre mondial, vraiment. Alors ça peut paraître utopique comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire et c'est en quoi je crois. Qu'est-ce qui vous effraie ? Ce qui m'effraie, c'est les perturbations mentales et l'inconscience collective. C'est-à-dire qu'en fait, les perturbations mentales, elles sont déjà très importantes au niveau individuel. Donc c'est mon travail quotidien d'aider les personnes à se libérer de leurs perturbations mentales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément d'outils, qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour se libérer de ça. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ces livres. C'est pour donner des outils à tout le monde avant d'aller voir un psy, justement, tout ce qu'on peut déjà faire par soi-même, sachant que c'est pas facile de le faire tout seul et que dans tous les cas, c'est important de s'entourer de personnes qui sont dans la même démarche, parce que donc du coup, ça va augmenter les capacités de motivation. Ce qui m'effraie, c'est l'inertie, en fait. Donc c'est exactement l'inverse de ce que j'essaye de promouvoir. C'est le statu quo, c'est penser que c'était mieux avant, c'est rentrer dans la facilité de ce qu'on connaît déjà, rester dans sa zone de confort. Et ça, c'est le problème de beaucoup des personnes que je suis, et qui me le disent bien, c'est la peur. En fait, on dit que
la peur de l'inconnu est supérieure à la douleur du connu. Voilà, c'est que en fait, on préfère ce qu'on connaît et qui nous fait souffrir que quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas ce que ça va produire. Et donc, en fait, dans le message, justement, c'est qu'il faut faire confiance. Et à un moment donné, de toute façon, il faudra sauter le pas et faire confiance. Et que quand on prend en compte l'expérience, quand on l'a fait une fois, c'est un peu le saut dans le vide à un moment donné. Mais je pense à l'expérience de la solitude, par exemple. C'est une des grandes angoisses de l'humanité, c'est la peur de la solitude. Et donc, si on fait cette expérience-là, en fait, on va être tellement plus apaisé dans nos relations quand on va perdre cette peur de l'abandon que beaucoup d'entre nous avons. Que ça, c'est le cadeau le plus extraordinaire quand on termine une thérapie et qu'on voit des personnes qui se sont enfin libérées, en fait, et qui ont des témoignages comme ça de dire que toute leur vie, elles ont couru après des illusions, en fait, de bonheur dont elles sont complètement libérées et que finalement, elles apprennent à accueillir ce qui advient, ce qui est la définition du mot accepter. Donc, accepter, c'est pas se résigner, c'est juste l'art d'accueillir ce qui advient, au même titre que dans les arts martiaux, par exemple, on utilise la force de l'adversaire pour la retourner contre lui-même. Et là, on est capable d'utiliser la force de notre esprit pour en faire quelque chose de vertueux. Donc, notre esprit, c'est une épée à double tranchant. Ça peut se retourner contre nous, mais ça peut aussi déplacer des montagnes. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ce qui me fait du bien, c'est le partage, en fait. C'est vraiment la relation à l'autre, la découverte, la rencontre, les nouvelles personnes comme aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui parce que c'est des moments tellement émouvants, en fait, la rencontre avec un nouvel être humain qui a sa propre histoire, qui va être plein de surprises, plein de visions. Et ça, c'est vraiment le sens de mon métier. C'est pour ça qu'en fait, moi, c'est le métier passion et j'ai conscience de la chance que j'ai. Et en même temps, c'est une chance qui est accessible à tous. Parce qu'en fait, je connais plein de personnes qui, en milieu de vie, ont changé complètement de métier. Je suis dans un groupe de trail là actuellement et le coach du groupe de trail m'a expliqué qu'il était représentant pharmaceutique pendant la première partie de sa vie. Puis là, il a eu un coup dur et c'est souvent ça qui arrive. Et donc un problème de santé qui a changé complètement sa vie. Et là, donc il s'est reconverti en coach sportif. Et j'adore en fait la philosophie du sport parce que c'est une philosophie qui est pleine de valeurs, pleine de tolérance en fait, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'est pas compétitif en fait, c'est chacun dépasse ses propres limites et ça améliore la santé mentale. Et en fait, donc, je me suis retrouvé avec lui autour de ce livre, justement, parce qu'il a découvert que j'avais écrit le livre Bien manger pour ne plus déprimer. Il est passionné de nutrition et sa femme a été représentante d'un labo pharmaceutique et elle aussi a travaillé dans la nutrition et la santé mentale. Et donc, on partage autour de ça et c'est vraiment passionnant, en fait, de rencontrer des personnes qui ont vécu comme ça ce bouleversement de vie, ce changement radical, ce avant-après. J'ai également une infirmière dans mon service qui a vécu un AVC, qui a complètement changé sa vie et qui fait qu'elle a choisi de travailler en santé mentale après cet AVC parce que ça avait tout remis en question en fait et qu'elle a repris ses études, fait une formation d'infirmière en pratique avancée et que c'est une personne super inspirante, très chaleureuse, qui est très motivante pour un service où quand je suis arrivé, la moitié du service était en burn-out, une infirmière était en arrêt de travail depuis 333 jours, enfin c'était vraiment une hécatombe. Et là, on a créé une équipe qui est pleine de bienveillance et pleine de chaleur et ça, c'est possible à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment ça en fait qui me fait vibrer, en fait, l'idée que ce proverbe qui dit « Si je suis dans le désert et que j'ai la main fermée, j'ai une poignée de sable dans la main. Si j'ai la main ouverte, j'ai tout le désert dans la main. » Ça veut dire que quand on s'accroche à quelque chose, on perd quelque chose. En fait, quand on essaie de conserver à tout prix, que ce soit un poste, un conjoint, un statut social, un salaire, un appartement, que sais-je. Alors que dès qu'on accepte de lâcher, en fait, on est riche du monde entier parce qu'en fait, le vide va toujours se remplir et toujours de ce dont on a besoin. Quand la main ouverte, elle va accueillir tout un tas de choses et on va avoir plein de choses inspirantes, en fait, qui vont nous aider à évoluer, à élargir notre conscience. Et ça, c'est possible que si on accepte cette part de vide à un moment donné. Et c'est ça qui est très angoissant. Et donc, c'est le message que je veux faire passer, c'est ouvrez-vous au vide et le vide vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour grandir. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien ? Alors, la phrase qui me fait du bien en ce moment, il y en a eu plusieurs. Allez, celle que je cite le plus souvent, c'est « Les barrières sont dans l'esprit ». Eh bien, merci Guillaume pour vos mots super inspirants. Même s'il reste encore beaucoup à apprendre, les études sur le microbiote semblent dessiner l'aube d'une nouvelle ère. La médecine moderne est discrètement mais concrètement en train d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire pour devenir une médecine qui ne pourra plus faire à minima l'économie d'une approche holistique. La psychonutrition, appelée à se développer dans les prochaines décennies, selon les dires du docteur Guillaume Font, en est un exemple éloquent.
Hippocrate nous avait dit en son temps que l'alimentation soit ton remède, auquel nous pourrions ajouter « et ta joie de vivre ». Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.